sur ce plateau de Morning Flame, nous avons déjà nos premiers invités sur ce plateau. En fait, c'est notre premier invité. Il s'appelle Jean-Paul Goumou. C'est un homme politique qui est avec nous sur ce plateau. Merci d'être avec nous, Jean-Paul. Merci, ma soeur. Alors, comment vous arrivez à Noël? C'est déjà là. Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier pour marquer Noël 2016? Ben, écoutez, cette année a été particulièrement très dure pour le Cameroun, avec tous les événements qu'on connaît, Ezeka, Bamenda et l'extrême nord. Donc c'est une occasion très très particulière d'abord de souhaiter de bonnes fêtes à tous les Camerounais, d'avoir une pensée pour tous ceux qui sont dans la douleur et ou qui ont subi ces événements qui sont passés, et de dire qu'on doit passer ce Noël, ces fêtes de fin d'année, dans le recueillement et avec un souci de paix et de fraternité. Des personnes, on a baladé le micro sur les rues de la capitale économique. Il y en a qui ont estimé qu'il ne fallait pas fêter au Cameroun parce qu'on était dans cette ambiance-là tendue. Je ne sais pas, mais vous avez quand même fêté. Non, nous allons fêter, je vais fêter parce que la vie elle continue. Voilà. La vie continue, c'est pas parce qu'un événement est arrivé qu'on doit s'arrêter. Je suis avec Jude Forby. Jude, maybe it's better to say something because I don't want to, make a kind of, hold up on the guest. So, is it possible for you to say some few words before Yeah. Good morning, sir. I think we're just going to hit the hammer on the nail, Yes. and we'll be talking about non-violence, like Reverend Sister said. So, what's your take? What do you make out of non-violence? Ben en fait, d'ailleurs, ce qui est très intéressant, je vais commencer parce que le contexte l'oblige. Vous savez que la Constitution parle de la promotion du bilinguisme. Donc, on est à la fois, on parle français et anglais. Bon, j'aimerais savoir d'ailleurs si le bilinguisme, c'est parler français ou anglais, ou parler français et anglais. Mais dans mon sens, ça devrait être parler français et anglais. Oui, c'est Donc, ça, vous pouvez... Voilà, donc on devrait être parfaitement bilingue. Bon, vous voyez que je ne suis pas parfaitement bilingue, bien que je comprenne un tout petit peu. Très bien. Mais l'idéal serait qu'à terme, d'ici 10 ans par exemple, que nos enfants, parce que pour nous il est tard, qu'ils parlent systématiquement à la fois français et anglais, quel que soit le domaine dans lequel ils se trouvent. Je crois que c'est l'une des solutions déjà à ce qui se passe actuellement. La non-violence, vous savez, si je peux citer Martin Luther King, a dit que c'était une arme puissante et juste qui tranche sans blesser et ennoblit celui qui la manie, que c'est une épée qui guérit. Donc la non-violence, en quelque sorte, est la philosophie, l'attitude politique de ceux qui rejettent l'utilisation de la violence par des moyens pacifiques. De la violence, de la force, par des moyens pacifiques. Et les moyens pacifiques peuvent être le dialogue. Essentiellement. Essentiellement. Se parler. Ouais, Dans une société où l'on ne se parle pas, il y a, vous savez, la violence, c'est une erreur de la pensée. Et quand il y a erreur de pensée, il se crée un déséquilibre. Et c'est ce déséquilibre-là qui peut être à l'origine de frustrations et de situations violentes. Oui, mais excusez-moi de vous interrompre parce que on sait que l'homme est naturellement violent. Si on parle de la pensée de Jean-Paul Sartre avec le contrat social, Jude Forby, Montesquieu, et puis qui n'est-ce pas, postule et qui sur le fait qu'on a besoin d'une régulation d'un certain nombre de lois pour encadrer cette violence innée en nous. Alors, est-ce que politiquement parlant, vous pensez que la non-violence, elle est possible, prenons notre contexte camerounais, elle est possible au Cameroun? Oui, déjà, sur le plan politique, la politique, c'est quoi? C'est l'art de gouvernement des sociétés humaines. Et donc, la fonction de ces gouvernements est justement de réguler la justice sociale, de promouvoir la paix et la justice. Donc, et si vous voulez donc, par essence même, de manière organique, dans ces modalités et dans ces critères, la non-violence est, vraiment la politique est insérée dans la non-violence. Donc, par essence, donc, la politique devrait être non-violente. Ce qui veut dire que par les voies de la communication, par le dialogue, par la prise en compte des intérêts de tous, de la justice sociale notamment, du respect de la dignité humaine, on devrait arriver à dans une société où il y a peu de problèmes. On sait généralement que le milieu politique
politique est très tendue parce que quand on a presque toujours deux pôles qui semblent s'opposer, et vous dites que dans l'essence même de la politique essentiellement elle est non violente, mais on sait qu'il y a toujours cette tension-là en temps de conflit, quand peut-être un parti n'est pas écouté par l'autre. Comment est-ce que on peut dialoguer, comment est-ce qu'on peut échanger en gardant ce principe-là de la non-violence selon vous, Jean-Paul? Déjà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que par essence, l'homme est violent. Il y a plus, je dirais plutôt que l'homme dégage en soi de l'agressivité, qu'il faut distinguer de la violence. La violence étant une des manifestations justement de l'agressivité. C'est quand on arrive au bout, on n'a plus, on est jusqu'au bout, on n'a plus quoi faire exactement, qu'on devient violent. Mais l'homme a la possibilité de canaliser. Et par là, vous savez d'ailleurs que les préceptes religieux et autres, parce qu'il faut reconnaître que la non-violence est prônée quand même par toutes les religions, et que dans nos éducations, les valeurs qu'on nous inculque, les valeurs qu'on nous donne depuis l'enfance, à savoir le respect de l'autre, les valeurs de travail, les valeurs de solidarité, les valeurs de justice et autres, sont toutes ces choses qui doivent normalement amener une société à dialoguer, à pacifier. Maintenant, vous savez, chaque fois qu'il y a un conflit, il résulte soit parce qu'on a l'impression que l'autre s'approprie, c'est le refus de l'autre en réalité. Oui, tout à fait, le refus de la différence de l'autre. Tout à fait. Donc, l'acceptation de l'autre voudrait que on amène à dialoguer, à se comprendre, à échanger par la médiation, par un certain nombre de règles, et à s'écouter et à se découvrir. Et en se parlant, en se découvrant, on arrive à apprécier la différence et en en faire peut-être une opportunité. In our context, we realize that when we talk about non-violence, we have either the stronger party and the weaker party. And the weaker party tries to turn towards non-violence because they are not as strong as the stronger party. Donc, je vais dire, c'est comme si la non-violence est l'arme plus forte pour le faible. En fait, destiné au faible, c'est-à-dire il est obligé d'être non-violent parce qu'il n'a pas qu'il n'a pas d'abord les armes et les moyens. Mais est-ce que ce ne serait pas bien aussi que la partie la plus forte aussi entreprendre cette mesure de non-violence? Non, vous savez, quel que soit le côté où on se situe, la violence ne se justifie pas. Quelle que soit la raison que l'on peut évoquer, la violence ne se justifie pas. Et c'est d'ailleurs plus grave quand elle vient du côté de l'État. Parce que l'État, comme je vous ai dit, et le gouvernement est supposé réguler la justice sociale. Mais dans le cas des événements qui sont arrivés récemment, on ne peut pas se faire justice. Et on ne peut pas passer par la violence, encore une fois, quels que soient les griefs qu'on peut avoir. Donc c'est une façon d'appeler tout le monde à la raison. Vous savez, on est dans un État qui a connu beaucoup d'événements depuis la colonisation jusqu'à maintenant, et qu'on parle l'État qui passe à l'heure actuelle avec, vous savez que la violence, elle n'est pas seulement celle morale, psychologique et autres. Vous savez qu'elle peut être structurelle, des problèmes économiques, des problèmes sociaux, des problèmes politiques. Donc, en réalité, je ne vais pas dire que le parti au pouvoir dispose de la force. Non, pas du tout. C'est l'État en lui-même. Nous avons conféré, de par la Constitution, un certain pouvoir à l'État. Et c'est dans des cas extrêmes que cette force peut être utilisée. Mais elle ne peut se justifier que vraiment dans des cas extrêmes où il ne peut y avoir, par exemple, dans le cas de la lutte à l'extrême nord, on peut comprendre qu'il y ait usage de la force, mais on comprendrait quand même assez mal qu'il y ait usage de la force à Bamenda, par exemple. Bon, justement, parce que nous parlons un peu de l'État et autres, comment on peut arriver maintenant à limiter, parce que souvent c'est cet abus de pouvoir, comment on peut arriver à limiter le pouvoir du fort de l'État? Mais je pense que c'est encadré, toute forme, c'est-à-dire l'État, en fait, devrait peut utiliser la violence, si j'ai bien compris, dans les cas vraiment extrêmes, c'est-à-dire que l'État étant fort, étant garant de l'ordre social, de la justice, doit pouvoir promouvoir toutes ces valeurs-là, et en cas de problème, c'est-à-dire la force devrait vraiment être le recours
pour le dernier recours, c'est-à-dire un dernier ressort. Donc l'État doit tout faire pour maintenir, parce qu'il est garant de l'ordre social, il doit tout faire pour maintenir le dialogue, pour maintenir la paix sociale, un bon climat. Alors moi, j'aimerais plutôt que, puisque Jean-Paul, on a la chance de l'avoir sur ce plateau, qu'il nous donne un peu ses outils, c'est-à-dire comment lui, il parvient, il a un homme politique, comment il parvient à inspirer cette non-violence, comment il parvient à distiller cette non-violence-là, qui, selon le pape François, devrait être un style de vie. Alors Jean-Paul, c'est une question personnelle, mais je pense que ce serait à l'avantage de ceux qui nous regardent de pouvoir aussi avoir un modèle, si possible. Tout à fait. Vous savez, là, depuis quelque temps, on est l'un des derniers partis à être autorisé au Cameroun, le 317e, qui s'appelle Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun. C'est un parti, comme le terme Alliance le dit, qui prône en fait la solidarité et qui tend à fédérer les énergies de tous les Camerounais pour qu'en fait, à un moment donné, on puisse sortir de cette situation de précarité, de cette situation de marasme que nous vivons. Vous savez, le président Ahidjo a voulu ce pays uni et pacifié. Le Cameroun l'est. Le président Biya l'a ouvert à la modernité et à la démocratie. Le processus est en marche. À nous maintenant de transformer pour un meilleur vivre. Et pour un meilleur vivre, donc, il faut vivre dans la non-violence. Moi-même, particulièrement, j'ai été victime de situations extrêmes depuis que je suis à Douala, qu'il s'agisse des milieux de la justice ou des milieux de la police et autres. Et vous savez, quand vous vous retrouvez face à des gens qui abusent de l'autorité, vous êtes pratiquement exposé à toutes sortes de réactions. Et ce sont ces réactions de frustration qui font à un moment donné qu'on bascule. Donc, je ne conseillerais pas ça aujourd'hui. Ce qui importe aujourd'hui, c'est d'avoir des institutions fortes dans la République. C'est de promouvoir la démocratie au sens propre du terme. Et surtout, de promouvoir, de trouver des moyens aujourd'hui pour que la précarité cesse. Parce que vous savez, la jeunesse est dans un état, dans une situation très incertaine, l'avenir est incertain. Il faut que nous redonnions du sens à cet avenir, que nous leur encourageons, que nous trouvons les voies et moyens pour qu'ils puissent espérer, qu'ils trouvent des lendemains meilleurs. À des temps, vous avez parlé du 317e parti politique au Cameroun à être reconnu. Est-ce que vous pensez que votre voix sera écoutée, c'est-à-dire au milieu de ce foisonnement-là de partis politiques que nous avons au Cameroun? D'ailleurs, peut-être vous pourriez également nous dire qu'est-ce qui justifie cette multitude de partis politiques. Est-ce qu'on en a tant besoin pour que vous veniez avec un 317e, Jean-Paul? Oui, déjà... Vous n'avez pas trouvé un parti dans lequel vous pourriez vous insérer, c'est-à-dire pour véhiculer vos idées. Vous êtes idéaliste, quoi. Bon, j'ai une certaine idée de la société, une certaine idée du Cameroun que je me fais. J'ai été au RDPC quand j'étais encore en France, et puis ici au Cameroun. J'ai été conseiller municipal pendant près de 10 ans. J'ai constaté que les rouages du RDPC étaient assez sclérosés, où la communication, contrairement à ce qu'on peut dire ou on peut penser, est très difficile. Et dans les différentes instances, quand quelqu'un occupe une place, pour la céder, c'est très compliqué. Donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, il n'y a pas de cette possibilité d'épanouissement au sein de ce parti-là. C'est la chasse, en fait, au poste. Et nous avons une conviction, parce qu'on a des valeurs. Vous voyez qu'on est essentiellement ces valeurs qu'on met en exergue. Je vous ai dit, il y a le respect fondamental, parce que ça, vous savez, on est dans une situation où on parle de non-violence aujourd'hui. Vous savez, il y a toutes sortes de violences qu'on rencontre. Prenez par exemple l'axe Douala-Yaoundé qu'on vient d'ouvrir, l'axe du côté de village. C'est très bien, ça facilite les sorties. Mais vous constaterez qu'il y a une violence permanente qui est exercée à la fois par les motocyclistes et les conducteurs de véhicules. Parce qu'il y a des gens qui viennent en contresens à tout moment, alors qu'une signalisation a été bien faite. Il y a des gens qui sont prêts à aller justement, et vous vous exposez, à porter atteinte à l'intégrité physique des individus sans que vous le vouliez. Ils vont dans tous les sens, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu sensibilisation, parce qu'il n'y a pas eu éducation.
Il faut qu'on puisse éduquer les masses, qu'on puisse sensibiliser, qu'on puisse parler. On peut avoir un bel ouvrage. À partir du moment où les gens ne savent pas quoi en faire, il y a un désordre qui s'installe et ça va bien la faire de ces gens. Alors vous êtes optimiste que ce 317e parti pourra apporter quelque chose au paysage politique actuel? Il va apporter quelque chose parce qu'on met l'accent sur la valeur, sur non seulement la valeur, sur le mérite. Et je crois qu'on a un certain niveau aujourd'hui qui nous permet nous-mêmes, avec toute la rigueur qu'on essaie de nous imposer, d'exiger un certain nombre de choses. Vraiment, ce n'est pas un parti qui est ouvert à des amuseurs, un peu comme on se lance. On se met dans une perspective de contribution au développement de ce Cameroun. Ce n'est pas la chasse à un parti ou à un autre, c'est d'apporter des idées. C'est un débat d'idées qu'on instaure avec une parité à tous les niveaux et un renouvellement sans ces effectifs. Vraiment, il n'y a pas de cloisonnement, non, il n'y a rien. Donc on espère que, vous savez, il y a comme un hasard de l'histoire, ce parti, on a introduit le dossier le 17 octobre 2014. Il est sorti le 17 octobre 2016. Et 317, vous savez, c'est 3, 1, 7, ça fait 11. 1 et 1, ça fait 1. Donc, on ne sait jamais. On y croit fermement. Ok. Donc, Jude Forby, on a l'exclusivité, n'est-ce pas, de la présence et de la réaction du président du parti politique dénommé Alliance pour les meilleures chances du Cameroun. C'est sa première sortie. Et étant le 317e parti politique au Cameroun et n'ayant pas vocation à faire, n'est-ce pas, la chasse au poste de responsabilité et voulant promouvoir les valeurs de non-violence, de paix sociale, d'emploi et tout ça, on a pensé que ce serait bien que Jean-Paul vienne sur ce plateau pour nous aider les uns et les autres, que vous soyez de n'importe quelle formation politique, de pouvoir mettre en place des idées pour améliorer la situation que nous vivons actuellement et que 2017, ce qui s'annonce, on a lu la presse locale, l'année s'annonce difficile sur le plan économique. Donc nous comptons franchement sur vous les hommes politiques pour apporter un souffle nouveau dans tout ce méli-mélo-là qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Alors maintenant, vous êtes un père de famille, Jean-Paul, vous êtes certainement issu d'une grande communauté comme plusieurs Camerounais, plusieurs Africains, et on remarque aujourd'hui que les communautés, les familles sont en proie à des violences. Il y a des violences conjugales, il y a des violences au sein dans les familles polygamiques. On voit les enfants qui sont quasiment toujours en guerre quasiment, et on voit des femmes qui se sentent en insécurité permanente et ça constitue une autre forme de violence. Est-ce que vous pouvez d'abord analyser cette situation et proposer quelques solutions pour les familles, les nombreuses qui nous écoutent? Mais comme je vous disais tout à l'heure, tout est fonction en fait du système économique dans lequel nous sommes baignés à l'heure actuelle, de la crise qui gangrène nos pays depuis plusieurs années. Les difficultés économiques font que l'homme pratiquement devient un loup pour l'autre. Vous savez, quand vous avez des enfants aujourd'hui, vous faites des enfants à 30, 45 ans, ils sont toujours chez des parents. Il y a une situation très très irritable en réalité. Quand vous avez des ménages où tout est fonction de travail, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'on ne justifie plus le vécu que par le travail. L'économique impose aujourd'hui que la société, qu'on ne soit reconnu que par le travail. Et quand dans un couple, vous avez quelqu'un qui ne travaille pas, c'est autre chose. Et puis il y a cette dépravation des mœurs. Vous savez, je suis scandalisé par tout ce qui se passe, tous ces viols, toutes ces agressions, toutes ces choses qui ne sont pas sévèrement punies. Je dois vous dire que les viols doivent aujourd'hui être très très sévèrement punis, à l'instar des punitions qu'on a, des condamnations qu'on a, du type de condamnation qu'on a à l'étranger. Ici, quand vous allez à un tribunal, on parle de viol, on parle d'inceste et autres. Quelquefois, vous voyez des gens qui rient. Oh, ce sont des vies qui sont détruites. Et toutes ces choses sont inacceptables. Il faut qu'il y ait une répression assez forte pour toutes ces choses qui sont des déviations extrêmes de la société et que, encore une fois, qu'on trouve les moyens ensemble
de remettre ce pays en marche, parce qu'il y a des ressources, il y a beaucoup de choses. On peut construire ce pays, on peut. Le Cameroun, vous le savez, moi, tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi je n'ai pas été dans un autre parti et autres, pourquoi je ne suis pas resté dedans. Vous savez, quand j'étais petit, le Cameroun que je connais, c'est lequel? C'est le Cameroun qui réussit. Sur le plan scolaire, toutes les grandes écoles étaient ici au Cameroun. L'Afrique, le Cameroun était le berceau un peu de l'enseignement. Tous les pays voisins venaient ici. Sur le plan sportif, on avait tous les résultats que vous pouvez connaître. Et j'en passe, il y a bien d'autres domaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a cette cassure à un moment donné, qu'on soit aujourd'hui à la traîne? Nous devons répondre ensemble à cette question, sans violence, sans passion, et je crois qu'on va se relever. Je crois que l'heure de la reconquête a sonné. Oui, monsieur, you talked about work, and I think in our context, work gives some kind of value to people. And when there's that absence of work, we have this kind of frustration. And when frustration goes right to the wall, you know, it always bounces back in a very violent way. But I want to come back to something that I think is very much important, but I'm not getting. It's the aspect of dignity in people, because, you know, when there's this violence, either at home or maybe at the political level or whatever, it's because at some point we don't, on n'arrive pas à voir la la dignité dignité de la personne. Et c'est pour ça qu'il y a ces abus, ces violences. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette dignité-là? Il n'y a pas plus important que la vie, que l'homme en réalité. Et je reviens encore sur la notion de respect. Pourquoi on se sent blessé? Pourquoi on se sent frustré? Il y a le regard des autres qui est posé. On a l'impression à un moment donné qu'on est un lâche par rapport aux autres. Et l'homme doit être au-dessus de tout. Les rapports que nous avons, tout à l'heure on parlait de la prise en compte de l'autre, l'intégration de la différence. Nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je ne puisse pas vous regarder? Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas se parler? Je vous dis, il y a quelques années, dès qu'il y avait un bruit à côté, tout le village, tout le quartier sortait. Ah oui. Maintenant, aujourd'hui, on vous agresse chez vous, vous avez vous pleurer, personne ne sort. Il y a des ressorts qui sont cassés, il y a des ressorts qui sont brisés. Et malheureusement, vous savez, les doigts de la main ne sont pas égaux. On a une tendance, chacun, vers le bonheur, vers ce qui peut rapporter. Mais il se trouve qu'en réalité, on ne peut pas atteindre tous ces stades-là. Donc chacun doit se suffire à son niveau. Mais encore une fois, le politique doit construire les conditions, mettre en place des conditions idéales pour que chacun soit respecté, soit reconnu par rapport à son mérite, par rapport à son rang, et que le Camerounais soit respecté. Voilà, Jean-Paul était notre invité spécial. Cette édition de Morning Flame qui a démarré avec vous. Nous vous disons sincèrement merci d'être passé nous éclairer un tout petit peu. Vous êtes un homme super occupé. En dehors de la politique, vous faites bien autre chose. Oui, je suis président du syndicat des employés du port autonome de Douala. J'ai été en même temps désigné représentant du personnel au conseil d'administration, bien que je n'ai jamais participé. Vous savez, autant de frustrations qui peuvent à un moment donné susciter un certain nombre de choses. Cela fait 6 ans aujourd'hui, mais je crois que c'est une situation qui va s'arranger bientôt, parce que vous voyez, avec le temps... C'est Cyrus, oui, avec le temps, et puis il y a des gens qui pensent autrement, qui ont une autre philosophie, comme quoi il faut savoir... chasse gardée et garder espoir. Cet espoir, cette espérance qu'on place en ce Cameroun, en cette jeunesse et pour les jours à venir. Voilà. Merci bien. Alors, nous allons vous accompagner avec une belle vidéo. Je ne sais pas ce que Samuel Dena va certainement nous proposer. C'est un chant très doux de paix. Imela. Donc, ce sera un chant qui va, n'est-ce pas, vous conduire jusqu'au port autonome de Douala. Et nos yeux sont rivés, n'est-ce pas, vers ce poumon de l'économie camerounaise, qu'est le port autonome de Douala, et que le Seigneur vous accompagne, et qu'il vous protège, et qu'il vous donne la grâce de vraiment apporter des idées nouvelles à travers votre parti politique, Alliance pour l'émergence du Cameroun. Alliance Plus. Alliance Plus, oh voilà, Alliance Plus pour l'émergence du Cameroun. On vous trouve où? Ben, écoutez, le siège, il est à Yaoundé. À Yaoundé. Et donc, pour le moment, on est en train de mettre en place les structures. Oui, et de toute manière, c'est Veritas qui m'a permis, il y a 2, 3, 4 années,
oui, de pouvoir me lancer sur un certain nombre de choses. Donc vous aurez la primeur également de ce lancement officiel qui se fera autour du mois de mai-juin. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Paul. Alors, cette plage musicale et on se retrouve après. Merci. When I think upon your goodness Thank you for coming. and your face.